Le nucléaire russe est le grand oublié des plateaux télévisés et des débats d'experts, éclipsé par d'autres enjeux plus visibles ou parfois puérils. Pourtant, derrière cette relative discrétion médiatique se cache un projet d'une importance stratégique majeure. Depuis une vingtaine d'années, Moscou déploie une stratégie nucléaire d'une redoutable efficacité, à la croisée d'une lutte implacable contre les sanctions économiques, d'une quête d'acquisition de devises étrangères et d'une vision industrielle et diplomatique longuement mûrie. Portée par le géant étatique Rosatom, cette politique atomique dépasse largement la sphère énergétique. Elle s'étend de l'extraction d'uranium en Afrique à la construction clé en main de centrales sur plusieurs continents, imposant des relations de dépendance technologique et financière verrouillées sur des décennies. Plébiscité par ses défenseurs pour son pragmatisme et sa capacité à s'adapter, dénoncé par ses détracteurs comme un outil froid de domination cynique, la diplomatie nucléaire russe joue un rôle déterminant dans le redécoupage des rapports de force à l'international. Aujourd'hui, on va décrypter les mécanismes, les réussites, les défis et les vulnérabilités de cette puissance énergétique à part entière, une leçon de réelle politique au cœur des dynamiques internationales contemporaines où puissance affichée et fragilité masquée cohabitent dans un équilibre précaire. Il faut voir Rosatom pour ce qu'elle est réellement. Plus qu'une société d'État, c'est un véritable écosystème national de 400 entités employant plus de 250 000 personnes, irriguant toute l'économie russe, de la production d'électricité, 18% de la consommation nationale, à la recherche avancée en passant par la médecine nucléaire ou encore la flotte de brise-glace atomique qui ouvre la route arctique. Ce conglomérat ne se contente pas d'alimenter Moscou en électricité. Il bâtit et gère la trajectoire énergétique de dizaines de pays partenaires, verrouillant pour des générations l'approvisionnement en combustible, la maintenance, les mises à jour technologiques et la gestion des déchets. Le mode opératoire est parfaitement rodé. La Russie propose aux pays désireux de se développer de sortir de leur dépendance aux ex-puissances coloniales ou même d'échapper à une influence occidentale avec une solution clé en main. Financement, formation, livraison, gestion du cycle de vie et bien sûr prêts avantageux qui souvent, comme nous allons le voir, sont adossés aux matières premières. Un piège doré ou un pari calculé des deux côtés de la table. On avait pu voir il y a quelques semaines l'exemple des armes coréennes et en fait, la plupart des États ont pour objectif non seulement de vendre mais surtout de maintenir d'autres États clients le plus longtemps possible. C'est la même chose ici. En tout cas, le résultat est là. En 2024, Rosatom assure plus de 40% des nouvelles constructions de réacteurs en dehors de Russie et 38% des parts de marché mondial dans les technologies nucléaires exportées. Les accords récents en témoignent. Au Niger, producteur clé d'uranium, la Russie a investi là où la France perdait la main sous la pression des instabilités politiques. Au Kazakhstan, premier fournisseur mondial de minerais, Rosatom vient tout juste de décrocher la construction de la toute première centrale du pays, s'imposant face à la concurrence franco-chinoise et verrouillant un accès à long terme à ces ressources stratégiques. Au Bangladesh, le projet de Roupur est à plus de 90% porté par des financements, technologies et compétences russes. Même logique en Égypte avec la centrale d'El Daba, au Vietnam avec une feuille de route nucléaire jusqu'en 2030 et en Turquie où la centrale d'Akkuyu sera l'une des plus grandes du pays. Tous devenant un emblème de cette diplomatie nucléaire à crédit. Et la méthode est la suivante, imposer par le financement et la maîtrise technologique une dépendance structurelle qui relègue le pays client au statut de partenaire et donc de client pour des décennies. Rien n'est concédé au hasard. La formation de milliers de techniciens locaux aux normes russes, la gestion intégrée du cycle du combustible et la maintenance sous licence exclusive séduisent et font de Rosatom bien plus qu'un simple industriel du nucléaire, mais un véritable exportateur de souveraineté hybride. Face à cette montée en puissance, les concurrents se démènent pour limiter leur recul. Les États-Unis, longtemps dominants, peinent à aligner leur politique industrielle à grande échelle, freinée par la frilosité de l'opinion publique post-Fukushima, ou encore la concurrence du gaz de schiste. Il reste très présent dans le domaine du combustible nucléaire, en particulier à travers Westinghouse, mais perdent du terrain sur le segment de la construction clé en main. Ceci malgré des appels en faveur d'une dérussianisation du marché qu'on retrouve dans le programme américain dès 2024 et visant à rompre la dépendance à l'uranium enrichi russe. Pour la faire courte, les États-Unis n'ont pas encore trouvé de relais industriel crédible qui pourrait rivaliser dans l'immédiat et ont d'autres priorités.
La Chine, quant à elle, combine avidité industrielle et fidélisation des filières, triplant en 2024 ses importations d'uranium russe. Pékin construit aussi massivement ses propres réacteurs tout en déployant ses alliances régionales, oscillant entre le statut de client et de concurrent en devenir avec la Russie. La Corée du Sud est aussi un rival dynamique, même si moins influente diplomatiquement. Elle se dispute parfois avec Rosatom certains appels d'offres, mais demeure à la marge sur les grands contrats stratégiques. Le plus grand perdant, vous le voyez venir, c'est sans doute la France, via EDF Framatome qui paie le tarif de ses erreurs diplomatiques depuis plus d'une bonne décennie et de son retrait progressif de certaines anciennes zones d'influence. La France a aussi de plus en plus de mal à séduire les pays en développement qui recherchent une solution simple et efficace, clé en main. Pour la France, les succès actuels se situent principalement en Europe, de plus en plus soumise à la pression politique de Bruxelles et des États-Unis afin d'abandonner le nucléaire russe. Évidemment, la force de frappe industrielle de la filière française, même affaiblie, reste considérable et des partenariats existent au Kazakhstan ou en Europe centrale. Mais la filière paye ici des erreurs ou errements politiques et diplomatiques depuis des années. Et ce succès de la Russie n'aurait pas été possible sans une chose, la filière atomique russe a échappé aux sanctions les plus lourdes, à l'inverse par exemple du pétrole ou du gaz. Pour une raison pragmatique, une rupture brutale avec Rosatom fragiliserait l'approvisionnement de dizaines de pays au risque de déclencher une crise énergétique mondiale potentiellement incontrôlable. Vous voyez là l'intérêt du nucléaire comme levier géopolitique. C'est ainsi qu'en juin 2025, les États-Unis ont même par exemple levé les restrictions visant Gazprom Bank pour financer la centrale hongroise PAX 2, simplement pour éviter une panne systémique sur leur propre marché. Les succès de la stratégie nucléaire russe sont indéniables et largement visibles sur la scène internationale. Rosatom s'impose aujourd'hui comme le partenaire incontournable pour les pays émergents où la demande énergétique explose. On l'a vu, elle détient plus de 40% du marché des nouveaux projets de réacteurs dans le monde, ce qui témoigne d'une domination solide et étendue. La résilience de Moscou face aux sanctions occidentales, notamment en investissant dans des technologies avancées comme la génération 4 ou les réacteurs à cycle fermé, lui permet de préserver une certaine avance technologique dans ce secteur hautement stratégique. Ce positionnement renforce la confiance des clients et consolide la fidélisation à long terme. De plus, la filière nucléaire joue un rôle économique majeur en Russie. Elle génère des dizaines de milliers d'emplois hautement qualifiés, irrigue la recherche fondamentale et appliquée et permet au Kremlin de capter des devises essentielles, notamment dans un contexte où les recettes issues du pétrole et du gaz sont aussi fragilisées. On l'avait vu avec la baisse des recettes des hydrocarbures dans une précédente vidéo avec l'Inde. Par exemple, en 2024, Rosatom a rapporté environ 18 milliards de dollars de revenus, en progression par rapport aux années précédentes. Pour mettre ces chiffres en perspective tout de même, les exportations d'hydrocarbures, gaz et pétrole représenteraient environ 240 milliards de dollars selon les estimations de 2024. Sur le plan diplomatique, chaque centrale construite, chaque contrat signé contribue à renforcer l'influence russe tout en tissant un réseau complexe de relations économiques et politiques à long terme. Beaucoup regardent le gaz, le pétrole, l'armement, mais oublient souvent le nucléaire civil. Évidemment, si la stratégie russe a connu de nombreux succès, elle fait aussi face à des obstacles importants. En Turquie par exemple, le projet de la centrale d'Akkuyu a accumulé des difficultés. Dépassements budgétaires, interruption des travaux liés à des litiges contractuels, tensions sociales et complications liées à la gestion des sous-traitants européens. Ces problèmes illustrent les défis réels auxquels Rosatom est confronté dans ses opérations à l'international dans un contexte tout de même difficile. Par ailleurs, la diplomatie nucléaire russe a essuyé des revers majeurs, comme en Finlande où un projet clé a été annulé en 2022. En Europe centrale, des pays comme la Slovaquie, la Bulgarie, la République tchèque intensifient aussi leur volonté de s'émanciper du nucléaire russe, favorisant ainsi l'émergence d'autres fournisseurs, français peut-être, mais aussi américains ou encore sud-coréens. Alors que Rosatom multiplie ses engagements à l'étranger, les risques grandissent, notamment dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et des tensions géopolitiques exacerbées. Un blocus nucléaire contre la Russie, bien que peu probable dans l'immédiat compte tenu de la complexité d'un embargo similaire sur le pétrole, demeure une menace à ne pas négliger. De plus, la dépendance à des marchés souvent instables, notamment en Afrique de l'Ouest et en Asie centrale, expose Moscou à des incertitudes politiques majeures qui sont susceptibles de compromettre ses projets. Le reflux de l'influence russe en Europe se manifeste également par une diversification des sources d'approvisionnement parmi plusieurs pays d'Europe de l'Est et du Nord, ce qui affaiblit la position de Rosatom vis-à-vis de ses anciens clients.
Enfin, la montée en puissance de la Chine qui développe ses propres capacités nucléaires et ses exportations, ainsi que la volonté affirmée des puissances occidentales à affaiblir tout commerce avec la Russie, ne sont pas à prendre à la légère. La filière nucléaire d'un État ne se nourrit ni de philanthropie ni de passion pour le progrès, mais d'une lucidité froide et implacable. Les succès de Rosatom sont le fruit d'un pragmatisme acéré. Il s'agit avant tout d'extraire des rentes, d'étendre l'influence et de forger des relations qui deviendront des leviers stratégiques au moment opportun. Derrière les discours enjolivés sur la coopération internationale se dessine une réalité bien différente comme dans tout marché que nous avons pu voir, celle d'un jeu d'échecs où chaque pion s'inscrit dans une stratégie méthodique d'encerclement de la souveraineté des pays partenaires tout en privilégiant la sienne. Et sous ce partenariat stratégique durable, et c'est pour ça que le nucléaire est un secteur stratégique, se cache un arsenal de leviers fondés sur la contrainte, menaces de coupure d'approvisionnement, arrêt technique ou chantage sur le combustible usé. La Russie avance avec réalisme, distribuant d'une main pour mieux retenir de l'autre. Une méthode efficace dans un monde multipolaire de plus en plus impitoyable et qui ne laisse pas de place aux cadeaux. Pensez aussi à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne. J'insiste vraiment dessus car l'algorithme change régulièrement et c'est important d'avoir vos soutiens pour continuer, d'autant plus que certains abonnés ne reçoivent même pas nos notifications. Enfin, un immense merci à tous les membres YouTube et soutiens financiers de la chaîne. C'est grâce à vous que l'on peut continuer à produire ces vidéos en toute indépendance sur l'actualité géopolitique depuis 2018. Merci à tous, c'était Quentin pour Terra Bellum et à la prochaine.